Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui à Agora, chez ICI Télévision, M. André Provencher, journaliste à l'origine qui a occupé des postes de haute direction dans le domaine des médias, notamment au réseau TVA chez GESCA comme éditeur des quotidiens, Le Nouvelliste et Le Soleil, puis fondateur des éditions des entreprises La Presse Télé, Édition La Presse et Édition GESCA. Il est reconnu comme stratège des contenus créatifs et spécialiste de l'internationalisation et agit comme conseiller auprès des gens d'affaires, aspirant à la croissance et au rayonnement de leur entreprise à l'étranger. Il est l'auteur du livre « J'ai 72 ans, maman », publié chez Art Global. Monsieur Provencher, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Maman, j'ai 72 ans, maman, suis-je vieux? Pour autant, très interpellant comme titre dans un premier temps, vous mentionnez dans l'avant-propos ceci, que l'objet de ce livre, c'est de briser les barrières de l'âge et tenter d'en finir avec les stéréotypes relatifs à la vieillesse. Tout à fait. Mais là, on va dire que ces stéréotypes, on a l'impression qu'on ne les voit pas souvent, comme s'ils ne sont pas présents vraiment dans la société. Est-ce que vous partagez ça? Ils sont présents de manière durable et la pandémie, je pense, en a accéléré vraiment le volume, surtout. Ici au Québec, donc les mesures sanitaires qui ont été mises en place par le gouvernement, qui étaient justifiées, ce n'est pas mon propos, mais plusieurs s'en ont servi, je veux dire, pour pointer du doigt des personnes aînées comme étant responsables de la sévérité parce qu'il fallait davantage les protéger, soi-disant. Oui. Alors, donc, ça, c'est un bel exemple. Mais vous savez que l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui, décrit l'agisme comme étant un véritable fléau. Et donc, cette prise de conscience, elle n'est pas partagée suffisamment à mon point de vue. Et l'intention, je veux dire, c'est de sensibiliser beaucoup nos concitoyens à l'existence de ce phénomène. De ce phénomène, tout à fait. Qui conduit à l'isolement social des personnes aînées. Oui. Et puis on a vu cet isolement, justement, pendant la pandémie. On en parle. Je vais revenir à ce titre. Il y a un clin d'œil à la chanson de Diane Dufresne, « Maman, j'ai 12 ans », interprétée justement sur les paroles de Luc Plamondon et Germain Gauthier. Mais il y a tout de même une interpellation de la maman. Pourquoi la maman, justement, M. Provencher? D'abord, dans le cas de Diane Dufresne, c'est à 12 ans, on vit un peu, peut-être sous l'autorité ou sous le joug de sa maman. Donc, il y a peut-être un peu de ça dans le texte de la chanson. Moi, c'est un clin d'œil à cette chanson-là pour le titre, mais aussi pour parler avec ma maman. Ma maman est atteinte d'Alzheimer, elle a 93 ans aujourd'hui, et elle est en maison d'accueil pour personnes atteintes d'Alzheimer. Et ma foi, je n'ai plus de contact avec elle. Donc, c'est une façon de m'adresser à elle, de rechercher un peu son regard, son esprit aussi. Parce que tout au long de ma vie, ma mère et mon père aussi, mais pour des raisons différentes, étaient très, très présentes dans l'évolution de ma vie, de ma carrière. Et puis, vous lui adressez une lettre à maman. Aujourd'hui, 25 ans, c'est ma fête. Je lui ai adressé une lettre le jour... c'est le jour de mon anniversaire, le 25 avril 2021, alors que je venais d'atteindre 92 ans. Pas 92, mais 72 ans. 72, oui. On va se donner encore un peu de temps. Donc, cette journée-là, qui est soi-disant une occasion de réjouissance, de célébrer son anniversaire, moi, ça m'a plongé dans une forme d'amertume, d'une certaine manière, parce que j'aurais voulu être auprès de ma mère pour... présent. Oui, d'abord la remercier de m'avoir donné naissance et de m'avoir fait grandir aussi dans la vie, mais c'était pas possible. Donc, j'ai enfourché quand même mon vélo pour me rendre à la résidence où elle est, en espérant peut-être, parce que c'était la pandémie, on ne pouvait pas l'atteindre, peut-être l'apercevoir à travers une fenêtre. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Page 35, il y a ce cogito-là. J'écris alors, je suis. Oui. Un cogito qui a mené condition de votre vie. Et pendant la pandémie, il y a eu, comme vous le mentionnez, des doutes et des angoisses. Oui.
un peu partout. Comment est-ce que vous avez réussi justement à surmonter ces moments, M. Provencher? Vous parlez justement de cette impossibilité de pouvoir être tout près de votre maman, de la contacter, de la toucher. Comment est-ce que vous avez pu la surmonter? Ben, d'abord, cette phrase m'a beaucoup frappé. J'écris, donc je vis. Alors je suis, oui. Donc, dans la réflexion qui a suivi mon jour d'anniversaire, il fallait que je regarde derrière pour voir le parcours que j'avais fait. Il fallait aussi que je voie quelles étaient les possibilités devant moi. Je n'avais aucune envie de m'arrêter, mais en même temps, le regard des autres, qui est de plus en plus punitif, je dirais, tout à fait. m'obligeait peut-être à revoir ma façon de penser, la façon d'être, parce que jusque-là, je n'avais jamais ressenti les effets de la vieillesse, même si j'avais 72 ans. Donc, c'était un peu un choc d'arriver à ce point-là. Et l'écriture m'est arrivée comme projet. Je venais de démarrer la maison d'édition. Donc, je me dis, il faut peut-être que je m'y exerce. Oui. Mais j'ai fait ça dans le plus grand secret. Parce que le doute, justement, m'habitait. J'avais écrit nombre de textes dans ma vie, comme journaliste ou comme gestionnaire ou comme auteur de rapport. Mais cette fois, je veux dire, c'était quelque chose de plus captivant. Captivant, oui. Et donc, mais j'y suis arrivé à terme et j'en suis aujourd'hui très fier. Excellent. L'écriture a été donc un exutoire. C'est un acte thérapeutique, l'écriture. Carrément, carrément. Ouais. Et plusieurs écrivains le disent. Les premières œuvres sont toujours un peu autobiographiques. Oui, tout à fait. Moi, ce n'est pas à proprement parler une œuvre autobiographique. Moi, j'ai fait un autoportrait. C'est plutôt parce que je m'y dévoile avec mes faiblesses, mes vulnérabilités et tout ça. Alors que l'image, peut-être que je projette, c'est celle d'un homme qui est en possession de ses moyens, et voilà, donc... qui s'exprime à ce niveau. On est arrivé à un temps de pause et on va revenir dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. André Provencher, c'est notre invité de ce jeudi chez Agora, auteur de ce livre « J'ai 72 ans, maman », publié chez Art Global. On vous revient. De retour avec vous chez Agora, mesdames et messieurs, pour parler de ce livre, J'ai 72 ans, maman, publié chez Art Global, de son auteur, M. André Provencher, présent avec nous, notre invité de ce jeudi. On va continuer au niveau de ce livre par ce chapitre, la place des vieux. Alors tout à l'heure, vous parliez justement de l'agisme comme un réel fléau social, mais dans quelle mesure est-ce que c'est si problématique que ça? De fait, on voit progressivement la contribution sociale des personnes aînées être repoussée. Donc, on entretient une espèce de discrimination à l'endroit des personnes aînées, qu'on juge comme étant un poids social. Il coûte cher, il ne contribue pas beaucoup. Puis on entend ça même dans les médias. On entend ça partout. Et maintenant que le vieillissement de la population qui s'annonce et qui va s'accélérer, ça sera encore un enjeu très, très important pour notre société. Alors, vous savez, on cherche aujourd'hui, dans les entreprises, dans les gouvernements aussi, à faire la promotion de la diversité et de l'inclusion. Oui. Mais l'inclusion des personnes aînées, il ne faut pas la nier. Tout à fait. Il ne faut pas la rejeter non plus. Voilà. C'est une inclusion nécessaire. Il y a un passage qui est intéressant. Page 100. Je me permets de le lire parce que justement, il est très attachant. J'accorde beaucoup d'importance au mentorat et au coaching dans le développement des habiletés de gestion. Il ne s'agit pas d'une planche de salut, mais bien d'un tremplin vers la différence dans les résultats d'affaires. Celles et ceux qui m'ont guidé au cours de ma carrière m'ont appris à me faire confiance, à innover, à gérer adéquatement les risques d'affaires et à créer de la valeur. Là, vous présentez des issues, des solutions,
Mais encore, votre sens du leadership, Monsieur Provencher, on a l'impression que parfois, vous n'y allez pas jusqu'au bout parce que vous étiez peut-être co-directeur. Donc, comment est-ce que vous expliquez ça? Ou du moins, comment est-ce que vous définissez le leadership de votre point de vue? Vous savez, dans les organisations, la fonction de leader, elle est très, très importante, elle est déterminante. Et moi, j'ai toujours considéré que j'étais meilleur numéro 2 que numéro 1. C'est ça. Donc, c'est ce que vous mentionnez oui, justement dans votre livre. Il y a des études dans des facultés de gestion à travers le monde, particulièrement en France, où on a étudié ce phénomène-là. Oui. Et c'est vrai que le profil des numéros 2 est assez déterminé. Ils servent d'éminence grise d'une certaine manière. Donc, oui. Mais ils n'ont peut-être pas toutes je dirais, les capacités, par exemple, d'entraîner les autres. Oui. De servir de modèle, de rassembler. Donc c'est une prise de conscience dans le fond. C'est une prise de conscience, mais j'ai toujours ressenti ça, moi. Je ne dirais pas... J'ai été placé, de fait, devant un fait accompli. Mon patron a quitté, donc on m'a demandé de prendre sa suite. J'ai dû le faire. J'ai pas regretté, j'ai appris avec le temps, mais d'instinct, c'est pas quelque chose que j'aurais souhaité ou j'aurais recherché. Oui, d'accord. Bon, alors... Là, on va parler des influences. Vous aviez des influences dans votre vie, dans vos cheminements professionnels, qui ont eu un rôle très important pour créer des relations dans le réseautage. Puis il y a eu René Angélil. Oui. Particulièrement apprécié ce passage de René Angélil où vous étiez là avec lui, présent, une idole. La première fois que vous avez eu affaire avec lui, c'était lors du renouvellement du contrat de Julie Snyder. Et puis, vous avez célébré avec lui la fin du dernier millénaire au Centre Bell, quand vous le mentionnez. Voulez-vous nous parler de l'impact de René Angélil sur vous, M. Provencher? Ma foi, pouvoir côtoyer René Angélil, ça remplace un parcours universitaire, vous savez. Donc, pour autant qu'on soit observateur et qu'on veuille bien... il est très généreux, d'ailleurs. Il était très généreux, parce qu'il est maintenant décédé. Mais de son temps et de son enseignement, pour autant qu'il croit en vous. Okay. S'il vous fait confiance. Oui, qu'il vous fasse confiance, qu'il croit en votre droiture, en votre potentiel, votre capacité d'imaginer des solutions et de les appliquer. C'est tout ça. Moi, à ses côtés, j'ai énormément appris. C'est un homme incroyable que j'ai eu le privilège de côtoyer en de multiples occasions. À jouer au golf avec lui à Las Vegas, en Floride, ici, à son parcours de Terrebonne. Oui. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est de ses qualités. Je veux dire, c'est que c'est un homme, lorsqu'il finissait de parler, on ne pouvait pas se demander qu'est-ce qu'il a voulu dire. OK. Son langage était toujours direct, clair, franc. Il exposait très bien les enjeux qu'il souhaitait solutionner si nous avions quelque chose à régler ensemble. Mais on parvenait toujours à s'entendre avec lui. Oui. Toujours à s'entendre avec lui. Il y a un consensus. Oui, tout à fait, tout à fait. Un consensus. Ouais. Puis il paraît que, vous parliez d'aller le rencontrer pendant ces rencontres du golf ou du sport. Il semble que les grandes décisions se prennent lors de ces rencontres. Je pense que ça, c'est un mythe parce que René, c'est un joueur, un joueur dans tous les sens du mot. Très passionné, oui. Oui. Alors, donc, il y a toujours un peu d'argent un petit enjeu même si c'est 50 sous, vous savez, il aime jouer et il aime gagner. Alors, mais après la partie, on pouvait s'asseoir pendant une demi-heure, 1 heure. Oui. Et puis là, régler des choses. Mais pendant la partie, ce n'était pas l'occasion de discuter à faire. Oui. On pouvait le faire en marge de la partie, mais quand il jouait, il jouait. Son attention... Et il fonçait là, donc sans problème. Et il faut le dire, parce que justement, le réseautage et avoir des relations très importantes, ça permet quand même d'aller d'avant et de... C'est une aide aussi pour atteindre les objectifs. Je pense que c'est requis aujourd'hui d'avoir un réseau d'affaires qui permettent d'abord parfois de vérifier notre analyse d'une situation, vérifier des faits, imaginer encore une fois des solutions. Tout à fait, puis,
On ne peut plus diriger tout seul aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il faut avoir des opinions externes. Moi, j'interviens encore beaucoup comme conseiller d'affaires. Oui. Et une des exigences qu'on soumet aux entrepreneurs, Oui. c'est d'être entouré. Oui. D'être Parce que entouré si d'un on- conseil d'administration, Oui. d'un comité consultatif, C'est de ça. telle manière qu'il ne soit pas seul à diriger. Exactement, donc d'être bien entouré. Excellent. Une autre pause, mesdames et messieurs, on revient tout de suite, restez avec nous. De retour avec vous chez Agora, on continue cette discussion passionnante sur ce livre, mesdames et messieurs. J'ai 72 ans, maman, suis-je vieux pour autant? Bon, il y a un questionnement, il faut lire aussi le petit sous-titre là, qui est là. Il faut le lire. De notre invité, ce jeudi chez Agora, Monsieur André Provencher. Vous parliez tout au long du livre, vous parliez de l'idée d'être entrepreneur ou de devenir entrepreneur Ouais. à 72 ans. Donc, c'est pas une mince affaire, mais qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans le fond, l'idée d'être entrepreneur à 72 ans? Bien, écoutez, d'abord, je n'ai pas été entrepreneur dans ma vie, mais j'ai été intrapreneur. C'est-à-dire que j'ai créé des entreprises pour des groupes qui m'embauchaient. Donc, OK. pour le groupe de La Presse, par exemple, j'ai créé les éditions La Presse, éditions Gesca, Oui. La Presse Télé. J'ai fait la même chose à TVA avec TVA Direct. Donc, j'ai Oui, créé tout des à fait. entreprises où j'en ai développé. Donc, j'avais un certain instinct pour mener ces projets d'entreprise. De fait, cette idée de devenir entrepreneur à 72 ans, c'est beaucoup aussi une question de famille. OK, c'est une question familiale. OK. Oui, ben en fait, je suis une vocation tardive. Hein. J'ai 73 ans maintenant et j'ai 3 garçons qui sont nés alors que moi, j'étais âgé de 47 à 52 ans. Je suis extrêmement fier de mes garçons. Ce sont de grands lecteurs, passionnés dans la vie. Ils ont des projets, un côté peu artistique chez eux. Ma femme est traductrice littéraire Magnifique. et moi, j'avais été éditeur. Oui. Et pendant la pandémie, j'ai osé cette question-là à la famille. Qu'est-ce qui pourrait nous réunir, nous? Oui, Qu'est-ce qui- et vous le mentionnez justement dans votre livre. Oui. Et donc, c'est arrivé sur le livre parce que on vit dans le livre à la maison complètement. Les livres sont là. Les livres sont là, ils sont à Oui. la disposition de tous et chacun s'en empare. Exactement. Et donc, il y avait cet intérêt-là commun. Et donc, pour l'instant, j'ai un de mes fils qui est encore aux études, un autre qui a fait carrière dans la musique, Oui. l'autre est dans la finance et ma femme autour. Donc, c'est un sujet c'est magnifique. pour réunir la famille en même temps. Exactement. Puis il y a de la polyvalence, chacun avec ses penchants Exactement. et ses tendances. Vos années d'expérience dans le domaine des affaires vous ont enseigné que justement la création d'une entreprise est rarement mue par un acte de raison. J'ai vraiment aimé ce... Voulez-vous argumenter beaucoup plus? Un acte de raison, dans quel sens? J'ai l'occasion, depuis que je suis conseiller d'affaires, de rencontrer toutes sortes d'entrepreneurs, vous savez. Puis on voit tout de suite dire que c'est la passion qui les mène. Ils sont passionnés. J'étais ce matin encore en rencontre avec un, et parfois c'est un peu laborieux de les ramener vers quelque chose qui est plus rationnel, qui est plus progressif, qui est plus... ils ont de grandes idées et je comprends l'ambition de vouloir les réaliser, ces idées-là. Mais il faut aussi installer une approche plus pragmatique, plus rationnelle dans le développement de leurs affaires. Exactement, une approche rationnelle, réaliste. Oui. J'aimerais vous proposer de mettre à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, partout au Québec, au Canada, un petit extrait qui vous fascine, qui vous passionne. Je vous tends le livre, Monsieur Provencher. C'est à vous. Si vous permettez, moi, je vais peut-être vous lire mon avant-propos, parce que je définis ma démarche. Je vous en prie, allez-y. Donc, à 72 ans, j'ai fait le choix délibéré de devenir entrepreneur. Un vrai de vrai, quoique modeste, pour la toute première fois de ma vie. Mais quelle mouche a donc bien pu piquer un candidat à la retraite définitive pour qu'il risque quelques économies et un échec qui viendrait conclure un long parcours professionnel généralement auréolé de succès? C'est l'objet de ce livre, briser les barrières de l'âge et tenter d'en finir avec les stéréotypes relatifs à la vieillesse. L'idée que les humains puissent être exposés à une date de péremption
me hante depuis toujours, idée qui a évolué pour atteindre le stade supérieur de l'obsession depuis qu'un microscopique virus a bouleversé l'ordre de l'univers en mars 2020. Les statisticiens s'affairent à recenser le nombre de ces victimes partout dans le monde, emportées vers l'au-delà, ou infectées avec des conséquences plus ou moins graves sur leur état de santé. Mais aucun scientifique, même armé des instruments les plus perfectionnés de la science, n'est en mesure de cerner l'ampleur des rêves brisés, voire des raisons d'être, de millions d'individus. L'épiphénomène de la santé mentale est là pour en faire la vibrante démonstration. De l'avis de plusieurs observateurs, la crise sanitaire a aggravé le contexte psychosocial dans lequel évoluent les personnes âgées, les rendant plus à risque de voir leur projet de vie anéanti par un effet de stigmatisation. Pourtant, on en parle encore assez peu. Trop peu pour en mesurer les conséquences néfastes réelles. Avec un brin de candeur, je me suis donc engagé dans la résistance à vouloir défier le sort. Je réclame le droit au rêve, à l'accomplissement et à l'épanouissement personnel pour toutes et tous, sans aucune forme de discrimination, y compris celle basée sur l'âge. Je m'objecte à ce que les personnes aînées soient invitées à réintégrer le monde du travail, avant tout pour combler la pénurie d'emplois. Je m'offusque de l'image de has-been qu'on accole sans retenue aux plus âgés, qui auraient perdu les facultés nécessaires à la compréhension des problèmes et défis de la vie moderne, dominés par les révolutions scientifiques et numériques. Et je rage devant l'infantilisation et le paternalisme à l'endroit des vieux, que je considère étant un dérivé de l'over-accommodation, une attitude pseudo-positive décrite en psychologie sociale. Rappelez-vous, notre bon premier ministre parlait à répétition de nos aînés sur un ton paternaliste. Dans mon esprit, jeunesse et vieillesse sont des mots galvaudés qui ne riment à rien d'autre que des strates d'âge. J'ai choisi le titre de cet ouvrage avec un clin d'œil à l'inoubliable chanson « J'ai 12 ans, maman », interprétée par Diane Dufresne et des paroles de Luc Plamondon et Germain Gauthier. Et bien voilà, c'est ce qui clôture. Puis vous avez clôturé par ça. Il n'y a pas d'âge pour donner libre cours à ces idées, à ces rêves. Donc, fidèle, vous êtes à la maxime du comte de Spanville. Et bien voilà, c'est malheureusement le temps qu'on avait. C'était un plaisir et un honneur de vous avoir accueilli, Monsieur Provencher, pour cette émission. C'est un honneur pour moi d'être reçu ici aujourd'hui. L'honneur est partagé, c'est un plaisir. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Rendez-vous jeudi prochain chez Agora à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.